There's a little more tension between the U.S. and China tonight as the Trump administration looks to control Venezuelan oil exports. And that rising tension is happening as Prime Minister Mark Carney is set to visit China next week. Also, Carney and other world leaders continue to navigate President Trump's focus on Greenland, a Danish territory. Experts say if the U.S. took the Arctic island by force, there's very little other countries could actually do about it. Au cours des derniers mois, le concept traditionnel de souveraineté dans l'Arctique a cessé d'être une simple norme juridique pour être mis à l'épreuve par des structures physiques en cours de construction. À la fin du mois de décembre 2025, le gouvernement canadien a confirmé le déblocage de fonds pour la construction de 2 nouveaux brise-glaces de classe polaire et le début immédiat de la modernisation du port de Churchill, dans la baie d'Hudson. La décision a été accompagnée d'une déclaration officielle qui s'est affranchie du vocabulaire diplomatique habituel. La phrase « La souveraineté ne se déclare pas, elle s'exerce » prononcée par l'un des ministres concernés, a résumé la nouvelle orientation de la politique canadienne dans l'Arctique. Dans la pratique, le pays a entamé un processus qui, jusqu'alors, n'existait que sur le plan rhétorique, occupé de manière continue, stratégique et opérationnelle les routes maritimes du Nord. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Pendant des décennies, le Canada a soutenu que les eaux du passage du Nord-Ouest faisaient l'un des parties de son territoire intérieur. Les États-Unis n'ont jamais accepté cette position. Depuis 1969, les navires américains transitent par la région sans demander d'autorisation, en se basant sur la thèse qu'il s'agit d'une voie internationale. L'absence d'infrastructures canadiennes permettant de contrôler physiquement la zone a transformé ce différend juridique en une impasse latente. Aucune des deux parties ne cédait, mais le Canada n'avait pas non plus les moyens de faire valoir son interprétation juridique. Sans ports opérationnels, sans présence militaire permanente, ni capacité de surveillance continue, sa position était formellement soutenue, mais institutionnellement fragile. Cette situation a commencé à changer avec l'intensification du dégel et la reconfiguration du commerce mondial. Le passage du Nord-Ouest, auparavant bloqué par la glace pendant la majeure partie de l'année, est devenu navigable pendant des périodes de plus en plus longues. La projection, selon laquelle il pourrait être entièrement accessible pendant les étés jusqu'au milieu des années 2030, a transformé un débat juridique en une question stratégique. La possibilité de raccourcir de plusieurs milliers de kilomètres la distance entre l'Asie et l'Europe en passant par les eaux canadiennes n'est plus une hypothèse lointaine. Et tandis que la Russie et la Chine accéléraient de leur présence dans l'Arctique avec des flottes de brise-glace, des investissements dans l'exploitation minière et l'installation de bases avancées, le Canada se voyait contraint de décider s'il allait continuer à revendiquer sa souveraineté ou s'il allait commencer à l'exercer réellement. Le tournant décisif est survenu après les frictions commerciales entre le gouvernement Trump et Ottawa en 2025. En imposant des droits de douane sur les produits canadiens et en suggérant que le pays aligne ses politiques économiques sur celles des États-Unis sous peine d'isolement, la Maison-Blanche a déplacé l'axe du conflit du domaine technique vers le domaine stratégique. Cette pression a déclenché une réaction structurée. Pour la première fois depuis des décennies, le Canada a adopté un programme clair de renforcement logistique, militaire et réglementaire dans l'Arctique, avec un budget garanti, des délais définis et des actions coordonnées. La modernisation du port de Churchill n'est que la première phase visible de ce processus. La pertinence de cette transformation dépasse le cadre de la politique intérieure canadienne. Avec des infrastructures opérationnelles, des brise-glaces patrouillant les routes tout au long de l'année et des systèmes de surveillance installés, le pays sera désormais en mesure d'exiger que les navires respectent les normes locales, demandent une autorisation de transit et paient les droits associés. Cette capacité modifie la nature du débat. La controverse ne porte plus sur ce qui est écrit dans les traités, mais sur qui a les moyens effectifs de contrôler la région. Les autorités canadiennes affirment déjà, avec prudence, que la présence physique modifie la réalité juridique plus que n'importe quelle note diplomatique. Le défi pour les États-Unis est double. Premièrement, soutenir juridiquement la thèse selon laquelle le passage est international, sans créer de précédents qui pourraient être utilisés par d'autres pays. Deuxièmement, concilier cette position avec la nécessité croissante d'assurer la sécurité continentale sur une route qui deviendra vitale pour le commerce mondial. Dans les cercles stratégiques, certains soutiennent que soutenir la souveraineté canadienne serait, à long terme, un moyen plus efficace de contenir les menaces extérieures que de maintenir une position qui profite à des adversaires potentiels. Mais cette révision impliquerait de reconnaître que l'approche précédente était erronée, ce qui est difficile dans un environnement politique polarisé.
le passage du Nord-Ouest cesse d'être un symbole pour devenir un espace fonctionnel de conflit. Le Canada a décidé de l'occuper, et à mesure que de nouveaux repères physiques sont érigés, la marge de contestation se réduit. Il est donc essentiel de suivre de près ces transitions institutionnelles pour comprendre comment les décisions façonnent l'équilibre des pouvoirs sur le continent. Les canaux qui contextualisent ces processus de manière cohérente contribuent à rendre visible ce qui passe souvent inaperçu dans les analyses superficielles. Au cours des derniers mois, la consolidation d'une politique de présence dans l'Arctique a exigé du Canada plus que de simples déclarations. Le pays a dû créer une convergence institutionnelle sur plusieurs fronts, en articulant les infrastructures physiques, l'autorité juridique, la capacité militaire et l'insertion diplomatique dans un contexte qui est rapidement devenu sensible. Le budget approuvé pour le développement de brise-glace de classe polaire n'était pas une mesure isolée, mais faisait partie d'un fonds spécifique destiné à l'infrastructure stratégique du Nord, avec des lignes consacrées à la modernisation des aéroports, à la construction de routes opérationnelles toute l'année, à l'installation de nouveaux radars et à l'agrandissement des bases de la garde côtière. Cette initiative, bien que traitée avec discrétion, a reconfiguré la logique traditionnelle de la politique canadienne, historiquement marquée par des promesses cycliques de renforcement du Nord qui restaient rarement lettre morte. C'est dans ce contexte que les signes de malaise se sont intensifiés dans les secteurs techniques des États-Unis. Des documents internes du domaine de la sécurité ont commencé à mentionner la possibilité que l'avancée physique canadienne transforme la dynamique juridique de la région, déplaçant le débat sur le passage du Nord-Ouest du plan théorique au plan pratique. Pour les analystes spécialisés en droit international, le changement de fait juridique ne se produit généralement pas par le biais d'accords, mais par la répétition de comportements tolérés dans le temps. En d'autres termes, si le Canada commence à contrôler, surveiller et réglementer efficacement la route, même sans reconnaissance formelle, la réalité de sa souveraineté devient de plus en plus difficile à ignorer. Et c'est précisément cette transformation qui préoccupe les stratèges américains, car elle impose une révision de la position que Washington a maintenue pendant plus d'un demi-siècle. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le sujet a dépassé le domaine de la politique étrangère et a commencé à mobiliser les secteurs économiques et industriels. On estime que la viabilité opérationnelle du passage du Nord-Ouest pourrait générer des centaines de milliards de dollars de commerce au cours des prochaines décennies. Avec la réduction significative de la distance entre les ports d'Asie et la côte atlantique américaine, l'intérêt logistique pour l'utilisation de cette route se multiplie. Les entreprises de transport, d'exploitation minière et d'énergie ont déjà entamé des discussions avec les autorités canadiennes sur l'utilisation des futures installations portuaires et l'offre de services de soutien. Dans ce processus, les instruments réglementaires internes prennent une place centrale. Les normes environnementales, les exigences techniques, les tarifs de transit et les procédures d'inspection deviennent des mécanismes d'affirmation pratique de l'autorité canadienne. La question de la sécurité continentale reste toutefois l'un des points les plus délicats de cette reconfiguration. La doctrine de défense aérienne de l'Amérique du Nord, fondée sur le partenariat entre le Canada et les États-Unis via le NORAD, suppose une surveillance et une interopérabilité dans l'Arctique. Si le passage du Nord-Ouest devient effectivement fonctionnel et reste juridiquement classé comme international par les autorités américaines, le risque que des navires de pays rivaux y transitent sans restriction augmente considérablement. Le paradoxe est évident. En refusant le contrôle canadien, les États-Unis affaiblissent leur propre capacité à filtrer ceux qui accèdent aux voies maritimes du Nord. Ce dilemme a suscité des discussions sur une éventuelle réévaluation de la position historique, sans toutefois aboutir à des avancées publiques visibles. Le Parlement canadien, quant à lui, a renforcé les instruments législatifs qui régissent les actions dans l'Arctique. Des modifications récentes apportées aux lois environnementales et portuaires ont créé des exigences spécifiques pour les navires qui souhaitent opérer dans des eaux considérées comme sensibles. L'exigence de pilotes canadiens à bord, des protocoles stricts de réponse aux urgences et l'intégration avec des systèmes de surveillance par satellite sont quelques-uns des mécanismes déjà prévus dans les normes mises à jour. Ces mesures rendent plus difficile, dans la pratique, l'exploitation des navires qui refusent de reconnaître l'autorité canadienne, même s'ils le font sur la base de la thèse juridique américaine. La marge de manœuvre est désormais délimitée par des critères techniques, et non plus uniquement diplomatiques. Dans le même temps, sur la scène internationale, le Canada a intensifié sa coordination avec les pays d'Europe du Nord, en particulier la Finlande et la Suède, qui ont récemment rejoint l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en mettant fortement l'accent sur les capacités arctiques. L'objectif de ces rapprochements est double:
renforcer les liens défensifs avec des alliés qui partagent des intérêts similaires et élargir la reconnaissance tacite de la légitimité canadienne sur sa zone arctique. Même si l'OTAN, en tant qu'alliance, n'a pas adopté de position officielle sur le statut du passage du Nord-Ouest, le soutien technique des partenaires européens renforce la position d'Ottawa sans rompre avec la logique diplomatique multilatérale. L'équilibre est délicat, mais jusqu'à présent, il a favorisé le Canada. Les implications de ce processus dépassent la sphère bilatérale. Si le modèle canadien d'occupation progressive, basé sur les infrastructures et la normalisation, se consolide sans opposition farouche, il pourrait servir de référence pour d'autres différents territoriaux maritimes à travers le monde. Et ce précédent intéresse directement les pays qui cherchent à étendre leur zone d'influence par le biais d'une occupation technique et d'une présence civile continue. C'est sur ce point que l'attention des observateurs internationaux se concentre. L'Arctique, auparavant considéré comme un espace de résistance à l'effondrement environnemental, assume désormais une fonction géopolitique. Et la manière dont les institutions réagissent aujourd'hui pourrait façonner l'architecture de sécurité mondiale des prochaines décennies. C'est pourquoi des analyses continues, fondées sur des données et le contexte historique, sont indispensables pour comprendre les transformations en cours. Un suivi attentif permet d'identifier non seulement les événements visibles, mais aussi les mouvements de fond qui reconfigurent le système de manière progressive mais profonde. Selon les informations actuellement disponibles, aucune initiative institutionnelle de la part des États-Unis n'indique une révision de la base juridique qui, depuis des décennies, guide leur interprétation du passage du Nord-Ouest. La défense du principe de libre transit reste présente dans les communications officielles, et aucune autorité américaine n'a manifesté publiquement sa volonté de réévaluer cette interprétation. Néanmoins, des analystes liés à des centres d'études sur la sécurité continentale font état de signes de malaise au sein des instances chargées de l'élaboration des stratégies. Des avis techniques circulent de plus en plus fréquemment parmi les structures liées à la défense et au commerce, soulevant l'hypothèse que le maintien d'une position rigide pourrait avoir des conséquences indirectes indésirables. L'interprétation de ces indices reste toutefois partagée. Pour certains observateurs, il s'agit d'un mouvement préliminaire de réorganisation face à un scénario en mutation. Pour d'autres, il ne s'agit que d'une réponse administrative à la consolidation pratique de la présence canadienne, sans intention réelle de modifier la position traditionnelle. Dans le domaine du droit international, l'absence de consensus est tout aussi évidente. Une partie de la littérature universitaire soutient que, même avec une infrastructure et une présence physique établie, le Canada restera dépendant de la reconnaissance extérieure pour que sa souveraineté sur la route soit pleinement acceptée. Dans un sens différent, d'autres juristes soutiennent que le droit coutumier, fondé sur des pratiques répétées et incontestées, peut, au fil du temps, conférer une légitimité au contrôle canadien exercé dans la pratique, surtout si ce contrôle est appliqué de manière continue, prévisible et conforme aux normes multilatérales. Le débat reste donc ouvert, et son évolution dépendra à la fois des décisions institutionnelles et des réactions des acteurs extérieurs à mesure que de nouveaux éléments matériels s'accumulent dans la région. Dans ce contexte, le comportement des pays tiers prend de plus en plus d'importance. L'Union européenne, historiquement plus proche de la position canadienne, pourrait progresser vers la reconnaissance formelle de la juridiction d'Ottawa sur la route si les services offerts à la navigation répondent à des normes techniques élevées et respectent des critères environnementaux rigoureux. Parallèlement, on observe en Asie un intérêt croissant des entreprises pour l'utilisation du passage du Nord-Ouest comme alternative logistique. La décision de ces entreprises d'adhérer au protocole canadien ou de revendiquer le droit de passage sans restriction pourrait avoir des effets juridiques indirects importants. Si la majorité choisit d'opérer selon les règles du Canada, même de manière informelle, cette pratique tendra à renforcer la thèse défendue par Ottawa. D'autre part, les contestations récurrentes de la part des grands armateurs peuvent prolonger l'impasse et conduire à des litiges devant les instances d'arbitrage international. L'incertitude se reflète également au niveau multilatéral. À ce jour, l'Organisation maritime internationale n'a pas présenté de position concluante sur le statut juridique de la route. L'absence d'un accord clair laisse la porte ouverte à des interprétations concurrentes et renforce l'impression que le processus reste controversé. Ce vide interprétatif ne représente pas nécessairement un obstacle immédiat pour le Canada. Au contraire, il peut lui offrir une marge de manœuvre pour étendre progressivement sa présence sans s'exposer à des sanctions directes. Dans le même temps,
Cette imprécision expose sa position à des controverses politiques dans les forums internationaux, en particulier face à d'éventuels changements dans les alignements géopolitiques mondiaux. Du point de vue de la défense, le dilemme revêt des contours tout aussi complexes. L'expansion de l'infrastructure canadienne dans l'Arctique implique non seulement des capacités logistiques, mais aussi des stratégies de dissuasion. Le renforcement de la flotte de brise-glace, l'installation de systèmes de surveillance et l'augmentation des patrouilles aériennes augmentent le coût des tentatives systématiques de non-respect des normes locales. Néanmoins, les experts en sécurité soulignent que l'efficacité de ces mesures dépendra du niveau d'interopérabilité avec les alliés et de la capacité de réaction en cas de crise. Un éventuel incident impliquant des navires de pays non alignés pourrait tester à la fois la réaction canadienne et le degré de soutien qu'elle recevra de partenaires tels que les États-Unis et les membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, définissant ainsi, dans la pratique, les limites effectives de la souveraineté exercée. Jusqu'à présent, il n'y a pas de convergence quant à l'issue la plus probable. Une partie de la communauté internationale estime qu'avec le temps, les États-Unis pourraient adopter une solution intermédiaire, reconnaissant tacitement la nouvelle réalité canadienne, sans modifier publiquement leur position historique. D'autres analystes considèrent qu'une intensification du conflit est plausible, en particulier s'il y a des changements dans la direction politique à Washington, avec une plus grande disposition à des confrontations géopolitiques directes. Il est également possible que le Canada cherche à obtenir le soutien d'autres partenaires, y compris en dehors de l'axe traditionnel de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et du groupe des 7, afin de renforcer sa position, une démarche qui comporterait des risques diplomatiques importants, mais qui ne peut être écartée. Ainsi, le débat s'éloigne de plus en plus des normes formelles pour se concentrer sur l'évolution pratique des événements. L'enjeu ne se limite pas à un couloir maritime, mais concerne le modèle même d'affirmation de la souveraineté dans un contexte marqué par le changement climatique, la réorganisation des chaînes commerciales et la fragmentation du système multilatéral. L'Arctique s'impose ainsi comme un espace d'expérimentation institutionnelle, dans lequel chaque action redéfinit les paramètres du conflit et où l'absence de réponse explicite de la part de l'un des acteurs peut, à elle seule, constituer un mouvement stratégique important. C'est pourquoi il est essentiel de suivre attentivement et en permanence l'évolution de la situation, afin de comprendre les limites du système et les voies qu'il pourrait emprunter. Une observation éditoriale cohérente, fondée sur le contexte et des sources vérifiables, permet de construire une lecture critique sans recourir à des récits alarmistes, ce qui est particulièrement nécessaire dans les conflits de cette nature, où la manière d'agir peut être aussi déterminante que le contenu juridique en débat.